C'est un lundi soir que c'est arrivé. Le lundi soir, tous les pions vous le diront. Le lundi soir, les dortoirs sont tristes. Tristes comme des pensions jésuites, tellement c'est triste. Hein. Ça s'explique, non? Ça s'explique surtout pour les garçons, parce que, ma foi, les garçons, le lundi soir, pensent tous au samedi soir qu'ils ont passé à danser avec une femelle aux yeux de coton qui leur a promis des promesses de drap, de dentelle. Alors, jusqu'au lundi soir, ils gardent à l'intérieur de la main, ou sur le dessus, ou sur l'avant-bras, le tampon du bal. On peut lire le lundi soir, Club bouliste de Ginouillac, Amical Lake de Saint-Paganoul, le plateau de baignade entrée gratuite pour les jeunes filles. C'est comme ça jusqu'au lundi soir. Il ne faut pas se laver, bien sûr, parce qu'il faut montrer qu'on a passé une épreuve. L'épreuve, c'est la preuve qu'on est sorti. Moi, j'étais pion en ce temps-là, je voulais rentrer au télécom. Il n'y a pas de saut métier. Et, ma foi, je révisais mes cours de fac. C'était la thermodynamique compression d'un gaz liquide. C'était assez compliqué. Et ma thermodynamique, elle se languissait aussi. Alors elle rebondissait sur le genou, puis sur le rebord de la fenêtre, et elle partait dans ce qu'on appelle le trou du renard. Si être troubadour, c'est prendre sa voiture au lieu de prendre un char à bœuf, par exemple, aller jouer dans les villes et villages, se déplacer évidemment beaucoup plus loin avec la voiture, l'avion, le train maintenant, raconter des histoires de chez soi, faire un métier de scène où l'on va de ville en ville. Et si en plus on essaye par ce métier de se chercher soi-même, de quêter quelque chose, tant bien que mal, avec nos ornières et nos talus sur le chemin. Si c'est ça être troubadour, alors je veux bien dire que je suis un troubadour, certainement, quoi. Le lundi suivant, j'étais toujours sur ma thermodynamique, compression d'un gaz liquide. J'entends de l'autre côté du mur le bruit. Vous savez, le bruit que font vos voisins à l'hôtel, par exemple. Ouais, ce bruit-là, ce bruit paillard, quoi. Oh, paillard uniquement parce qu'on est de l'autre côté du mur, bagnard, c'est pour ça. Même topo, sur la pointe des pieds, tiptoe, je m'y rends, et je regarde. 3 qui dorment, le 4e, Espagnac terminal à 2, avec la même fille rousse, non, un chien. J'en reviens pas, et là je me dis, feu de Dieu, que je fais un beau métier, je suis payé pour regarder. Et puis non, on a toujours en tenue une retenue bien vêtue qui fait que je tourne les talons et que je rentre dans ma piole de pion. Pour moi, le conte, c'est fait d'une enveloppe, d'une écorce, qui doit mener l'histoire, autrement dit de la partie visible, qui mène l'histoire, l'intrigue, qui mène la danse, et qui doit être parfois truculente, parfois poétique, parfois humoristique, parfois fantastique, parfois merveilleuse, hein, à chaque conteur de doser. Voilà l'écorce, parfois sensuelle, bien évidemment. Et puis à l'intérieur, il y a la sève, la véritable sève qui coule, et ça, la sève, c'est la quintessence, ce sont les tripes même du conte qui suit son chemin, quoi. Voilà. Et raconter, c'est toujours dire 2 histoires à la fois. Une avec l'écorce pour faire marcher le reste, mais à l'intérieur, ceux qui peuvent écouter ou ceux qui rentrent dans l'histoire, ils voient qu'il se passe toujours quelque chose à l'intérieur. Il y a le mythe, il y a ce qui est de plus humain. Pour revenir à cette fille rousse, elle est restée un trimestre. Dans les lycées, on compte l'éternité à coups de mesquins sabliers en trimestre. Hein? Un trimestre. Elle arrivait, je suppose qu'elle passait par le trou du renard. D'ailleurs, on l'avait appelée à cause de ça la renarde, comme elle était rousse. Et puis, elle attendait que tout
le dortoir soit endormi, et elle choisissait un lit d'un garçon, elle allait avec. Alors évidemment, les garçons un peu moins gourdes perdaient leur gourme, ils étaient contents, et je peux vous assurer que le lundi soir, dans le dortoir, l'ambiance était très swing. D'abord, le lundi soir, il y avait un micro-phénomène de société, un changement terrible. Les garçons se lavaient. C'était très curieux, on n'était pas habitué à ça. Il y avait des files d'attente devant les douches, c'était incroyable, les lavabos étaient pleins, il y en a même qui se ruinaient, qui achetaient un tas de produits. Par moments, j'avais l'impression d'être pion dans une école d'esthéticiens. C'était formidable, ça embaumait partout dans le dortoir. Un jour, le surveillant général est passé, il les a vus, il me dit « C'est bien, vous avez raison, c'est vous qui les avez un peu... C'est bien. » J'ai pas pu répondre, on a vu que moi-même, quand je rageais aussi, je pouvais pas dire. C'est un moment que tu aimes bien, Daniel, les tournées comme Avignon par exemple? Oui, ça me plaît bien, oui. Mais il y a toujours une partie de stress, d'inquiétude, c'est vrai, de nervosité, quoi, toujours avant, quoi. Ça commence quand on est dans la voiture et ça arrête quand on est sur scène, quoi. Et quels sont tes meilleurs souvenirs par rapport à ça? Si on veut parler de l'accueil uniquement du conte, le plus fort c'était à Lourdes, quoi. Et comment ça s'est, précisément, comment ça s'est exprimé, ce bon accueil? Oh, ben, tu sais bien, si je ne l'ai pas dit au premier coup, c'était pour que tu ne me le demandes pas. Mais bon, ben, ils applaudissent beaucoup et puis ils se lèvent, standing ovation, et puis ils restent longtemps debout, applaudir, jusqu'à temps que je me sente bête et que je demande d'arrêter, quoi. Voilà. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens? Ben, je me suis senti dans le même état où j'étais quand mes élèves, lorsque j'étais surveillant, mes élèves, une veille de vacances de Noël, m'ont offert une boîte de cigares et un briquet. Tous des types endurcis et rugueux comme de l'écorce de chêne. Et ben, ils s'étaient cotisés pour m'acheter un briquet, une boîte de cigares. C'est pareil, ça m'a monté au cœur, quoi. Ça m'a monté à l'âme. Il y avait un vieux chez moi qui disait « On aurait dit que le bon Dieu me léchait l'âme ». Bon, mais c'est un peu ça, quoi. Oh, pour mama ganache. Pour mama ganache. Eh bien, je pense que j'irai voir l'humoriste Dupin et puis évidemment, j'ai rendez-vous avec mon grand ami Claude Alranc aussi. C'est quelqu'un de chaleureux comme ces volcans, qui ne crache pas. Il a une chaleur, il a un feu intérieur, quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui est démonstratif et qui donne de grandes claques dans le dos comme ça. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je l'aime bien aussi. C'est quelqu'un, Cabrel dirait, c'est quelqu'un de l'intérieur, quoi. Et c'est quelqu'un véritablement de l'intérieur. Voilà. Il y a l'entre-deux, l'entrée se fait par là. Oui, d'accord. Et donc nous, pour entrer dans la loge ici, on passe aussi par là et on se faufile derrière le rideau rouge. D'accord. C'est pas joli ça? Et là c'est fermé, si, c'est bien. Là c'est fermé, vous pouvez l'utiliser pour faire une entrée surprise si vous voulez. Oui, mais enfin... Mais la porte est fermée. D'accord, en oui, principe, c'est surtout pour pas les gêner, quoi. Enfin, ça sera comme ça, bon. Parfait. C'est-à-dire fond noir, côté noir. Oui. Bon. Voilà. J'ai besoin d'une chaise, c'est tout. Oui, c'est tout? C'est tout, un verre d'eau, bon, une chaise, un verre d'eau. Oui. Pas une Alors, portable. je vous donne un plan de feu, Oui. grosso modo, hein. Ah, non? C'est-à-dire qu'on n'a pas... Ah oui, ça c'est faisable. Oui. Ça, je sais pas, parce que c'est un quartz qui est là-haut, qui sert à une compagnie, Ouais, si qui est ça en doit fixe. trop arroser, c'est pas la peine. Alors, on y va. Donc, vanille vient me... Attends.
Vanille vient me donner le petit rhinocéros, etc. Elle me prend la main, elle me dit viens, on va dormir chez moi. Une chouette chassée. Alors j'ai dit vanille. Voilà. Ouais, ça ira à peu près. Et là c'est fini. Quoi, voilà. Jean-Pierre Dupin, c'est un humoriste, imitateur, il est du Lot-et-Garonne, mais c'est un grand ami du Périgord, je le connais depuis une quinzaine d'années, quoi. Oh, c'est quelqu'un de bien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié, surtout dans ce dernier sketch, le texte. Maintenant, un extrait de quelqu'un qu'on adore ici, qui n'est pas en Avignon pour la première fois. C'est son premier spectacle ce soir, et durant une semaine, il va évoluer au Théâtre Galante à 24h, à minuit. Tous les soirs à minuit au Théâtre Galante. Son spectacle s'appelle Le Bestiaire. C'est un des grands conteurs de notre génération. Un disciple de Jean-Pierre Chabrol. Il est là, un conteur du Périgord avec une vraie voix chaude et profonde, comme on les aime. Écoutez Daniel Lomont. Cette renarde, c'est vrai qu'on l'a désirée, c'est vrai qu'il y avait du sexe, il y avait de... Oui, il y avait de l'érotisme, il y avait toutes ces choses-là. Seulement, il y avait du respect, beaucoup, il y avait de la tendresse. La renarde, elle était avec nous, quoi. On le sentait bien. Et puis, mon tour est arrivé. Hein. Alors, pour 2 ans, on ne va pas chipoter, à 2 ans près. J'avais que 2 ans de plus. Hein. Puis je ne vais pas raconter ces choses-là, non. C'est un sentiment d'abord trop frustrant, puis trop érotisant. Faire l'amour à une femme qui se masque le visage, c'est quelque chose de très curieux. Je me rappelle qu'elle était rousse, qu'elle avait un parfum de mandarine très fort. Voilà. Elle se masquait tout le temps, ou dans le noir. Voilà ce dont je me rappelais. Alors les élèves, la renarde et moi, sommes devenus, comme qui dirait, membres d'une même famille. Ouais, y en a qui croient qu'être de la même famille, c'est avoir la même grande gueule, avoir les mêmes grandes guiboles, ou souffrir du même cholestérol. Et non, être de la même famille, c'est partager le même secret, c'est peser sur le poids du même secret, tout est là. C'est ça la famille. Sinon, qu'aurions-nous besoin de secrets de famille? Et on en invente sans arrêt. Ça sert à ça. D'ailleurs, moi, j'en parlais pas aux autres pions, ni les élèves aux autres élèves hein, de la renarde. On avait un code entre nous, bien sûr, parce que dès qu'il y a un secret, il faut un code. Eh bien, on avait un code. C'était la chanson de Le Forestier qu'on avait traficotée. C'est la première fois qu'elle tombe amoureuse de tout un pensionnat. C'est tout, en sifflant. Avignon, ça avait un sens quand les gens, ils étaient des Avignonnais qui, ma foi, ils sortaient du boulot, ils rencontraient Gérard Philippe ou Villars sur la place de l'Horloge, à la limite, ils pouvaient voir le pastis avec eux. Ça avait un sens, c'était dans la ville d'Avignon. Maintenant, c'est des sortes de supermarchés de la culture dans lesquels chacun a son caddie culturel et vient se remplir les méninges ou sa sensibilité. Mais en soi, c'est pas lié au restant de la vie, c'est pas lié à une vie sociale, c'est pas lié à un idéal de vivre, à une espérance sociale. C'est une consommation culturelle comme on pourrait faire de la consommation gastronomique. Alors, ma foi, faire un bon repas, ça peut être agréable, mais je crois que la portée du théâtre va au-delà de se remplir l'estomac. Moi, aller m'afficher à Avignon en concurrence, en compétition avec des tas de types qui viennent faire les Augustes sur la place, qui viennent faire les mendiants, qui viennent faire les saltimbanques pour vendre leurs produits, finalement, où chacun fait la pute pour attirer du spectateur. Mais pour arriver, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais rencontrer les gens parce que j'ai quelque chose à leur dire de précis. Là, c'est le plantier qu'on a planté cet hiver.
C'est aussi du merlot. Il donnera à partir de quand? Avoir de véritables racines, c'est se dire qu'ici, par exemple, on est blanc, on dit le mot. En Afrique, ils sont noirs, eux, on dit le mot. On dit ils sont différents, oui, on est très différents, mais on est curieux des autres. On ne veut pas gommer les différences. On veut simplement en devenir curieux. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Daniel. Mais aussi avoir des racines, pour moi, c'est pas uniquement, si tu veux, se dire on a les pieds dans des sabots et on a un drapeau occitan ou français en la poche ou autre. Pour moi, avoir des racines, c'est avoir une prise sur l'univers. Tu veux soulever un gros caillou, tu as besoin de prendre un levier, d'abord, et puis de faire appui et de le lever. Mais là, les racines, c'est ce levier. Moi, quand je vais ailleurs, je suis l'ambassadeur du lieu où je suis. Et je crois qu'un Africain qui me verra jouer Langue de Pays, il ne va pas juger le personnage Langue de Pays en fonction d'une expérience de vie que le public occitan a de Langue de Pays. Il va juger Langue de Pays en fonction de son expérience qu'il a, lui, de l'Afrique. Mais il n'empêche que la vérité, si c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment africain, il a une telle expérience populaire de l'Afrique, culturelle de l'Afrique. Et moi, j'ai une telle expérience populaire, culturelle de mon Langue de Pays qu'on va se rencontrer, non pas parce que le public africain va devenir occitan, ou pas parce que moi, occitan, je vais devenir africain, mais parce que nous trouvons dans nos particularités la communion de l'universel. J'ai pourtant essuyé les hasards de l'Asie, j'ai pourtant mal aimé l'Amérique meurtrie. J'ai suivi les sentiers des soirs de Sibérie, mal partagé aussi des Québec infinis. J'ai connu dames blanches qui parlaient à la mort, comme ce marin qui flanche te parle de la mer. Mais ce gars un peu gauche qui rentrait sa chemise, qu'aurait pu être moi, arrivé 10h10 à la gare d'Austerlitz. C'est toujours calme chez Claude. Quand on repart de chez Alranc, on est apaisé, quoi. C'est bien, ça se passe à un rythme qui suit les battements du cœur, quoi. C'est une bonne journée, quoi. Bonne journée. C'est la seule ainsi à garder jalousie de ces noms du midi. Et que c'est poésie et puis musique aussi, que d'ouïr ces pays se parler del poi. Qu'il y a des odeurs qui rappellent grand-mère, et ces années de peur qu'ils appellent la guerre. Et le gars s'est sorti, ses grosses mains rougies, pour porter ses valises et s'arpente le quai de la gare d'Austerlitz. Ah ben Roger, c'est un maître menuisier, quoi. Tu sais, c'est un homme qui connaît la valeur du temps pour faire un meuble, pour faire une charpente. Puis c'est quelqu'un qui n'applique pas le coup de rabot à la légère, quoi, voilà. Qu'ils te font t'en aller, que personne t'attend. Quand tu es arrivé, sans savoir trop comment. Dans un village, il y a toujours une espèce d'entraide. On est habitué à une convivialité, on est habitué à vivre ensemble. Il est sûr que chez nous, par exemple, eh ben, on ne retrouvera pas un vieux mort tout seul 15 jours après. On le trouvera le lendemain matin. Chez nous, pas d'anonymat affectif, quoi. Ici, les gens dans le village disaient « Oh, moi, ça serait le mien, je le mettrais à la porte. » Jamais de la vie.
jamais de la vie. Non, on l'a laissé partir. Il s'est toujours débrouillé tout seul. On ne lui a jamais donné d'argent pour ses voyages. Il est parti au Japon, la Russie, les États-Unis, partout, l'Angleterre, bien sûr, plusieurs fois, le Canada, plusieurs fois. Il s'est toujours débrouillé tout seul, tout seul, tout seul. Alors, Vous avez des nouvelles régulièrement? eh bien oui, ah oui, il écrivait régulièrement. Et même quand il était au Japon, il n'avait pas trop d'argent, alors c'était pour le 1er de l'an. Alors on reçoit un coup de téléphone. Nanana, en japonais bien sûr. Madame, oui, c'est moi, c'est moi. Alors bon, et puis on entend la voix de Daniel. Alors on a parlé pendant 3 quarts d'heure. Et puis après on nous dit, oui, est-ce que vous acceptez la communication téléphonique? Oui, bien sûr. Il y en a eu pour 1000. En PCV, il y en a eu pour 1000 et quelques fois. Mais on était contents. Avant d'être apprenti conteur, j'étais apprenti bluesman, quoi, voilà, ouais. J'ai longtemps bourlingué dans les pays et puis je gagnais ma vie en jouant du blues, de la guitare, de l'harmonica et en chantant des chansons. Alors des fois je prenais les paroles d'un autre, puis des fois je prenais mes propres paroles, puis des fois je composais mes propres blues aussi, quoi. On pensait le faire travailler dans une banque comme moi et tout. On a vu, il a essayé, mais on a vu que non, vraiment, il serait tombé malade, rester derrière un bureau toute la journée, avoir un petit chef, un grand chef, un sous-chef, un chef, Non. Ça ressort un petit peu Non. dans ses comptes d'ailleurs. Ah oui, ça c'est... Vraiment, ce n'était pas pour lui. J'ai surtout envie de bien écrire et ça, c'est plus difficile qu'envie d'écrire, quoi. Alors, je travaille, quoi. J'essaye de tailler la pierre un peu plus chaque jour, mais il y a des fois c'est difficile, puis il y a des fois ça coule bien, quoi. Enfin, c'est un métier, quoi, c'est tout. Donc, patience. Je n'ai pas à me souvenir de mon enfance ou des lieux de mon enfance puisque j'y vis. Je rentre au bistrot, s'il y a 20 types qui sont là, je suis allé à l'école avec les 20. Je les ai tous connus quand ils avaient 5 ans, 6 ans, bon, ou 10 ans, 15 ans s'ils sont plus âgés. Donc les souvenirs d'enfance ont certainement grandi aussi. Puis on sait bien que les souvenirs ça déforme. Alors ça ne me berce pas régulièrement, mais j'y suis dedans, quoi. Et puis de temps en temps, bien entendu, aussi, si je veux chercher un événement précis, j'ouvre un tiroir de la mémoire pour ça. Alors, parfois c'est oublié, parfois c'est pas oublié. Et là, à cause de mon travail de conteur, je peux essayer d'aller un peu plus en profondeur, de faire le spéléologue du souvenir, de la langue, quoi, descendre dans le souvenir ou dans l'imaginaire, et puis sortir quelque chose. Ici, il y a un événement marquant qui marque un peu, qui est un passage, un peu, un rite initiatique, c'est quand on a 9 ans, 10 ans, c'est savoir traverser la Dordogne, savoir suffisamment nager pour traverser de l'autre côté. Et c'était la question qu'on se posait, t'as traversé? Oui, j'ai traversé, alors on savait nager, quoi. Savez-vous de la vie? Que savons-nous de la mort? Il y a la lune qui luit, le soleil a des remords. Je suis en train de finir un bouquin là sur les lieux-dits. Les lieux-dits de Saint-Julien-de-Lampont, uniquement, quoi. J'ai eu envie de faire ce livre parce que les lieux-dits s'en vont au fur et à mesure, on les oublie de plus en plus. Et puis ensuite, c'était une façon de me rapprocher de plus en plus du village au départ, et ensuite de rebondir sur d'autres lieux-dits qui touchent pratiquement tous les villages occitans. Il y a des points communs, donc c'est à la fois un recentrage et puis oui, on pourrait dire un ricochet sur
le reste, quoi, une partie du reste du monde, même s'il est petit. Ce que je fais, une fois que j'ai trouvé la définition du mot, une fois que j'ai un peu débroussaillé d'où venait le lieu, eh bien, je raconte une histoire où je fais un petit billet d'humeur ou un clin d'œil d'humour avec le mot dans ce qu'il a de contemporain, dans ce qu'il m'inspire. Et puis aussi, je raconte d'autres lieux-dits qui ressemblent aux alentours, en Périgord ou dans tout le pays d'Oc. En principe, il y a toujours, comme vous dites, une histoire. Toujours, oui, oui. Alors, soit c'est un arbre, soit c'est une roche, soit c'est une histoire trouble, une bataille. Enfin, il y a toujours quelque chose, une vigne, un truc. Et il y en a qui sont rigolotes. Bon, il y en a qui sont trompeuses aussi. On a à Saint-Julien Gratte-Galine, je ne sais pas si vous le connaissez. Gratte-Galine. J'en ai entendu parler, mais je ne pourrais pas dire où ça se trouve. C'est par les Pecs là-bas. Bon, mais Gratte-Galine, ça n'a rien à voir avec une poule qui gratte. C'est des racines beaucoup plus vieilles, avant même les Gaulois. Ça fait référence plutôt au sol rocailleux. Il faut voir dans galine, non pas galinacé, mais le cousinage avec galet. Voilà, gal. Ah, ouais. Alors, bon, on dit gratte-galine parce que les poules grattent, mais non, elles grattent partout, les poules. Il n'y a pas que la gratte-galine que les poules grattent. Alors, ça, c'est assez rigolo de trouver des choses comme ça. Bon, peut-être que je suis un lien parce que je fais mon métier. Mon métier de raconter des histoires, comme un paysan est un lien entre celui qui va manger une citrouille et lui, il est celui qui la cultive et qui l'amène. Comme un instituteur est un lien entre le savoir du passé et apprendre aux enfants aujourd'hui. Du temps où les gabarres descendaient encore à la Dordogne, un gabarier avait donné un ourson à Zélia. Comment le gabarier s'était procuré l'ourson, c'est une autre histoire. Et l'ourson et Zélia sont devenus inséparables. Inséparables même dans le langage des autres, puisque les croquants, mes frères qui habitaient ici, demandaient « Est-ce que tu as vu Zélia et l'ourson ?» ou bien disaient « Tiens, ce matin, j'ai parlé avec Zélia et l'ourson. » L'ourson a grandi, il est devenu un ours, Zélia est devenue une femme, et Zélia a pris un mari. Le mari s'est dit que, après tout, un ours, ça n'était pas aussi gênant, et puis qu'un ours, ça n'était pas éternel. Un jour que le mari et l'ours étaient allés chercher des souches au bord de la Dordogne, des souches de bois mort, une idée étrange a sabré la cervelle de l'homme. Avec sa hache, il a tranché net la patte de l'ours qui est tombée, sur les balmes, là, ici. L'ours est parti tel un manchot déhanché en poussant un cri tellement humain qui nous remuait encore en dedans. L'homme a pris la patte de l'ours et l'a jetée à la Dordogne. Il a inventé un mensonge pour Zélia, pour sa femme. Et Zélia, voyant que l'ours ne revenait pas, s'est mise à pleurer. La belle Zélia, elle a pleuré tant et tant que l'eau de la Dordogne en a tourné jalouse. Et puis le temps, notre meilleur médicament, a colmaté les brèches et Zélia et son mari ont eu un beau bébé. Oh, c'était vraiment un beau petit, oui. Costaud, un peu rouquin comme son père, un beau petit. À part qu'à la place de la main droite, il avait une patte d'ours. Une patte d'ours, un peu comme celle que l'on peut rencontrer entre Souillac et Saint-Julien, dans la Dordogne, une patte d'ours qui transperce Dordogne en partance, un peu comme une pénitence. Ce vieux monsieur-là, c'est Pontouquet, c'est mon arrière-grand-père. Il était charpentier, menuisier charpentier. Il vivait dans cette maison et puis dans la maison en face. Là. Mais avant, c'est une maison qui a connu des péripéties. Elle a été vendue par les Lomond plusieurs fois, puis rachetée. Enfin, ça a été... à chaque fois, elle va traîner un peu dans notre famille. Je crois que c'est une maison très vieille. Lomond, c'est quelle origine? Oh, Lomond, c'est une origine francique, c'est-à-dire germanique. Enfin, les Lomond sont venus, je parle du nom, hein, sont venus au 5e siècle. C'était des colons
pacifiques qui ont commencé à cultiver la terre. Voilà. Tu es né à Saint-Julien? Non, je ne suis pas né à Saint-Julien, je suis né à Pau, par hasard, mais j'ai tout le temps vécu à Saint-Julien. Ma famille, du côté de ma mère, est originaire de Saint-Julien, et du côté de mon père, ce sont des Andalous, Fernandez. Mon père était un homme qui travaillait dans les vins de Cahors, il était maître de chai aux vins de Cahors. Ah, c'était un homme qui savait tout faire aussi avec ses mains, quoi. Il m'a fait un nombre incalculable de boîtes, de caisses pour la vielle, pour la guitare, pour mettre les lumières, pour transporter. Bon, il était très chic avec moi, parce que je lui demandais toujours de me bricoler des choses un peu abracadabrantes parfois. Eh bien, il se débrouillait toujours pour y arriver, oui. Puis quand je tombais en panne du temps où j'avais des voitures pourries, eh bien, même à 300-400 km, à n'importe quelle heure, il venait me chercher, quoi. C'était quelqu'un d'important pour toi? Oui, bien sûr, oui, c'était quelqu'un de bien parce que il était humain, il avait ses qualités et ses défauts, et à travers tout ça, il savait se faire aimer, se faire prendre en considération, quoi. Mon père était issu d'un milieu d'Espagnols pauvres, et il n'a jamais fréquenté longtemps les écoles, quoi, ni les leçons de salon, quoi. Mais il y avait dans lui une tendresse tacite, mais elle existait, quoi. Je ne parle pas suffisamment bien la langue d'oc pour raconter dedans. Pour dire por là, per là, ma per contar altre cause. Alors, je peux la parler pour parler comme ça, mais pour compter dans une langue, il faut savoir faire des ourlets, il faut savoir faire de la dentelle dans une langue. Et là, je ne la maîtrise pas assez. Par contre, lorsque je parle des troubadours, c'est un devoir, et c'est aussi une pudeur que de leur restituer leur langue. Alors je dis, le troubadour d'Oki, lo bielo mandagora, que cerculu comitra, lo fenno et lo mur. Bon, les troubadours d'ici, à la vielle mandragore, qui cherchent leur chemin à travers les femmes et l'amour, puis plus tard, qui cherchent leur chemin à travers la liberté. Les troubadours sont vivants, les troubadours vivants. Le troubadour d'Oki, lo bielo mandagora, che cerculu comitra, lo fenno et lo mur, che canto libertà tra Lucie et Clérutin, le troubadour vivant, le troubadour vivant, les troubadours vivants. À Saint-Julien, je n'ai commencé à dire que j'écrivais des poésies que vers l'âge de 25 ans, quand je me trouvais au Québec. Plus tard, quand j'étais obligé de gagner ma vie, vers 26-27 ans, là, je jouais dans les restaurants à Sarlat, et bon, il a bien fallu que je passe outre. J'aime me comparer, sauf votre respect, à une stripteaseuse, c'est-à-dire que la stripteaseuse, elle montre ce qu'elle a à l'extérieur. Moi, je montre ce que j'ai à l'intérieur, et le regard des gens est le même. Parfois, je me sens regardé comme pourrait l'être une stripteaseuse. C'est en ça que la comparaison fonctionne. Et je sais qu'on fait le même métier. Alors, une stripteaseuse, elle ne va pas venir faire du striptease chez elle, dans son village, tu comprends? Et moi, un stripteaseur de l'intérieur, je ne vais pas venir faire des choses chez moi. Déjà, quand je raconte à Sarlat, ça me mange le sang 15 jours avant, c'est infernal, quoi. Je suis insupportable, paraît-il, à la maison. Alors, voilà. Et si pour des raisons X, tu devais habiter ailleurs, tu serais malheureux? Oui, j'aurais une balafre de plus. Mais il faudrait que ces raisons X soient très fortes. Alors je suppose que ça serait pour des raisons de survie. Donc, ma foi, tellement de monde dans cette terre ont été obligés de partir que
Je me dirais, ben, fais comme eux, puis va ton chemin. Oui, j'essaierai de me raisonner. J'aurais été beaucoup plus malheureux à 20 ans, très certainement. Oui. J'étais allé entrevoir un vernissage à Madagascar. Et une chose m'a étonné dès le début. Le gardien, un vieil homme d'âge respectable, la casquette vissée sur le front, avait l'air d'être littéralement figé devant un tableau, une crique Aigues-Marines. Alors, je lui ai demandé un peu pourquoi il était là. Et il me dit, oh, c'est que cette histoire, ce tableau, c'est quelque chose pour moi. Je lui ai dit, vous pouvez me raconter, vous savez, je fais métier de ça, moi aussi, dites-moi. Alors, il a commencé ainsi, il me dit, vous voyez, ce tableau, cette aigue marine-là qui est peinte, eh bien, c'est une histoire qui date d'une 50aine d'années. C'était un Français qui a été nommé directeur aux colonies, comme on disait à l'époque, quoi. Et il avait une passion, ce Français, c'est qu'il peignait. Il peignait comme un amateur. Il s'était fait faire un appentis dans sa propriété. Et dès qu'il avait un moment de libre, il peignait. Il s'installait devant sa toile, et puis, il essayait de découvrir les couleurs. Il avait une drôle de manie, c'est qu'il essayait en même temps les couleurs sur son crâne chauve, comme ça, avec le pinceau. Ça faisait qu'il avait une tête de clown, un peu de bariolé. C'était assez curieux, mais il sortait toujours avec un chapeau, bien entendu. Et puis un jour, plus rien. Impossible de peindre quoi que ce soit. Alors, il s'est posé la question, est-ce que ça va revenir ? Et puis il y avait la petite voix du fond de la tête qui lui disait « Tu n'es pas un artiste ». Cette voix implacable comme un couperet de guillotine. « Tu n'es pas un artiste ». Il a abandonné de peindre pendant 2 ans. Et un jour qu'il était à son tableau, c'est venu tout net. Comme s'il était habité, il a entendu le cri. Alors il s'est installé devant sa toile et il a commencé à peindre. Il a peint d'un coup, il a peint vraiment directement. Il prenait juste le temps d'essayer les couleurs comme ça sur son front, de regarder dans la petite glace pour contrôler. Et puis il a peint. Quand il a eu fini, il a dit à sa femme, ça y est, je suis libéré, j'ai peint la chose. Il était comme peut-être comme un soufi, un derviche tourneur, un parfait cathare, enfin. Il était dans un drôle d'état, quoi. Il venait de passer une porte, visiblement. Quelque temps après, il a été nommé pour aller inspecter les alentours du lac Mantassoa, où il y avait aussi de la culture, fruits et légumes là-bas. Il mange avec le directeur de l'endroit, qui lui était marié avec une belle malgache. Cette malgache, il faut le dire, elle était aussi belle, aussi galbée, que le directeur de l'endroit était maigre. Il était maigre, le pauvre bougre, tellement maigre qu'il avait les dents maigres. Et je suis sûr que les seuls épanchements que pouvait avoir sa femme avec lui, ça devait être les épanchements de synovite, tellement. Bref, le repas se passe, notre peintre discute un peu peinture. À ce moment-là, le maigre fait savoir que sa femme aussi, Marceline, elle s'appelle, peint aussi. Bon, il n'insiste pas. Il ne veut pas en savoir davantage. Et puis, le maigre insiste tellement que Marceline va chercher des tableaux dans son atelier et montre un beau tableau. Un tableau qui était exactement le même que celui de la crique Aigues-Marines qu'on a pu voir. Mais vraiment le même. Incroyable. Alors là, ma foi, le pauvre peintre était un peu saisi, il s'est dit, tiens, c'est un coup qu'on me fait, c'est une blague. Bon, il est revenu à Tananarive, où il avait son bureau de directeur. Et puis quand même, quelques semaines après, il n'y a pas tenu, il a pris son tableau, et il est allé voir cette femme, Marceline. Ça tombait bien, le mari, le maigre, là, il n'était pas là. Il a apporté son tableau, il l'a posé. Elle a dit, mais comment vous avez fait pour prendre mon tableau ? Et toutes les peines du monde, il a eu pour lui expliquer que c'était son tableau à lui aussi. Alors elle est allée chercher le sien, et devant les deux tableaux, là, qui étaient comme des clones, des sosies, des doubles, ben, ils se sont rapprochés. Et la malgache galbée l'a instantanément inondé de plaisir. Il était heureux. Bien sûr, à l'époque, on ne divorçait pas aussi facilement que maintenant, au début des années 50. Alors, ils ont essayé
d'abord de vivre ensemble, puis ça n'était pas possible. Et puis, ils ont décidé de partir. Oh, ça, il y a eu des histoires, hein. Le mari, le maigre, là, leur a même tiré dessus au pistolet. Heureusement, il était adroit comme une bouteille qui bave. Alors, il les a manqués, mais enfin, ça a fait des histoires dont on en arrive, même dans l'île, dans Madagascar. Et ils ont décidé de partir, devenir peintre à Montmartre. Seulement un directeur de l'administration, ça ne devient pas artiste par décret. Elle, par contre, y a réussi. Oui, elle, peu à peu, s'est accoutumée à la couleur, à la forme, à la vie parisienne, et ses tableaux commencèrent à se vendre au bout de 5-6 ans. Et lui, le pauvre, était obligé de prendre des travaux à droite à gauche pour survivre. Alors parfois, elle le piquait plus bébête, je dirais, que méchante. Crâne de palette, elle l'appelait, parce qu'il avait toujours gardé sa fameuse façon là de s'essayer les couleurs sur le crâne. Crâne de palette, alias Alter Monego, c'est toi, mon alias, crâne de palette. Et le pauvre bougre disait rien. Enfin, il se contentait de regarder sa belle femme malgache en chien de faïence. Et tout le monde sait ici que quand on regarde sa femme en chien de faïence, on a des chances de dormir en chien de fusil. Et c'est ce qui se passait. Barabao, quelques années plus tard, leur couple s'est effiloché et puis ils ont divorcé. Elle est devenue célèbre en France, en métropole, comme on disait. Lui, il est reparti à Madagascar, dans ce pays qu'il aimait. Et puis la douceur de vivre, l'époque, enfin, il est reparti là-bas. D'ailleurs, le vernissage qu'il y a aujourd'hui, c'est en l'honneur de cette peintre Marceline Nozibé en Bolarana. Elle est là, c'est elle. Et effectivement, j'ai vu une vieille femme ridée comme une petite pomme de grenier, tout en violine, qui s'est approchée de nous. Elle m'a fait un sourire discret, et puis un sourire un peu plus appuyé à notre gardien de musée, à mon gardien de musée. Et le gardien de musée, irradié, lui a rendu son grand sourire. Il lui a même fait un grand salut avec sa casquette enlevée, un peu comme un mousquetaire avec emphase. Et c'est là que j'ai pu voir, sur son crâne chauve, des sillons, des morsures de pinceau multicolores, mais stériles. Si je rencontre un jour une conteuse ou un conteur qui a trouvé, je passerai bien vite mon chemin, je ne voudrais pas être contaminé. Mais plutôt de ces hommes qu'une automne chasse, parce qu'à la terre en somme, il n'y avait plus de place. Qu'il te faut t'en aller, que personne t'attend. Quand tu es arrivé, sans savoir trop comment, je l'ai perdu de vue, la foule l'a fondu. Faut dire que c'est la ville qui se fait ses débuts à la gare d'Austerlitz.